Mesdames et messieurs les membres du jury, bonjour. Nous avons choisi le sujet « Où commence la vie privée d'un homme public ?» Il est courant de dire « Pour vivre heureux, vivons cachés ». Cette morale issue de la fable du grillon de Jean-Pierre Clarisse de Florian, auteur du XVIIIe siècle, fait largement écho dans notre société contemporaine où le droit au respect de la vie privée est de plus en plus mis à mal par l'ampleur spectaculaire de la technologie. Par conséquent, mieux vaut prendre toutes les précautions nécessaires afin que ce droit, notre droit, votre droit, le droit de tous soit respecté. Cela est d'autant plus vrai, mais délicat à faire respecter lorsqu'il s'agit d'un homme ou d'une femme politique. En raison de leur profession, de leur statut, cette liberté se trouve concurrencée par une autre, à savoir la liberté d'information clamée par les journalistes. À partir de quand une information concernant un homme politique doit-elle être révélée aux citoyens? Quelle est concrètement la limite posée au droit à l'information? Sous la monarchie, la séparation entre vie privée et vie publique n'était pas stricte. En effet, le rituel monarchique mettait en scène la vie du roi ainsi que celle de sa cour, du lever au coucher. Petites infidélités et trahisons diverses étaient effectuées à la vue et au su de tous. Or, la démocratisation de la politique française et l'instauration de la République ont établi une véritable scission entre les deux ordres. En 1970, le président M. Georges Pompidou initie la rédaction et l'adoption de l'article 9 du Code civil, malgré une réticence du Parlement qui estime que cette disposition est une limite au droit à l'information et conduit à la sacralisation de la vie privée. L'article 9, qui dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée, est pourtant adopté dans sa rédaction la plus large. Sous la Ve République, la vie intime des hommes politiques est ainsi restée taboue. Enfants cachés, divorce, séparation ou encore autre infidélité ne faisaient pas encore les choux gras de la presse. L'image du bon père de famille accompagné de son épouse, comme le faisait M. Valéry Giscard d'Estaing, était de mise. On idéalisait alors l'image d'un homme qui, au quotidien, avait un comportement conforme aux bonnes mœurs. On voit alors apparaître le mécanisme du marketing politique, mettant en scène une vie de famille idéale, épanouie, afin que les futurs candidats apparaissent aux yeux des Français comme responsables, capables d'assurer une fonction importante pour notre société. Un premier tabou est pourtant brisé dans les années 90 par le Premier ministre, M. Michel Rocard, qui sera le premier homme politique français à évoquer publiquement son divorce en admettant sa part d'échec dans son mariage. La révélation en 1994 de l'existence de Mazarine Pinjot, fille cachée de M. François Mitterrand, élevée secrètement auprès du contribuable, retentit comme un scandale d'État. On voit alors apparaître l'émergence d'une certaine presse, une presse politique à scandale, calquée sur celle qui concernait jusque-là les célébrités du showbiz, telles que Johnny ou encore Clo-Clo. Un tournant est pris dans les années 2000. Les verrous de la vie privée sautent après que Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, ait accepté de commenter publiquement ses difficultés conjugales. En effet, pendant le journal de 20 heures, devant des millions de Français, il va répondre sans détour à des rumeurs sur son couple. Quelques années plus tard, comme un clin d'œil ou un coup marketing, il admet au moment de ses vœux à la presse qu'avec Carla, c'est du sérieux. La starification de nos élites politiques est bien en marche. En parallèle de cette pipolisation, les juges judiciaires et administratifs se sont emparés de cette étroite question. Où commence la vie privée d'un homme politique ? La démocratie est un cadre d'épanouissement des libertés. C'est ainsi que peuvent logiquement s'entrechoquer certaines d'entre elles. À ce titre, l'article 8, alinéa 1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée, familiale, de son domicile et de sa correspondance. Cet article est donc le maillon protecteur européen de la vie privée des individus. Mais, par opposition, l'article 10 de cette même convention dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression, ce qui comprend la liberté d'opinion, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Ces deux droits ne sont pas absolus et trouvent ainsi leurs limites l'un chez l'autre. En effet, deux libertés de nature différente, comme c'est le cas au sein de notre débat, peuvent amener à se contredire. Ces limites respectives sont cependant nécessaires au sein des sociétés démocratiques et va de pair avec l'existence de ces mêmes libertés. Sur cette base, la Cour de Strasbourg a eu maintes fois à se prononcer sur l'étendue de la vie privée des hommes publics. En ce qui concerne l'état de santé, qui fait partie intégrante de la vie privée, la Cour européenne, le 18 mai 2004, avait connaître donc de l'interdiction du livre Le Grand Secret de Claude Glauber et Michel Grenaude.
Suite au décès du président de la République, M. François Mitterrand, par ce livre, Claude Glober, médecin de ce dernier, révèle à tous le suivi médical durant l'exercice de ses mandats, notamment qu'un cancer de la prostate avait été diagnostiqué peu après sa prise de fonction, alors que les communiqués officiels sur son état de santé n'en faisaient pas état. Il s'agissait bel et bien de communiqués mensongers. Dans cette affaire, la Cour condamne la France pour avoir interdit la publication de ce livre. Elle a estimé qu'un ouvrage devait être publié quand il en allait de l'intérêt public du débat. La Cour fait primer donc la liberté d'expression sur les impératifs du secret médical. Le droit à l'information transcende donc le secret médical. Les États étrangers sont confrontés au même problème. Pour ce qui est de l'intime, à proprement parler, la Cour a, dans un arrêt du 14 janvier 2014, connu de l'interdiction d'un ouvrage autobiographique d'une maîtresse du Premier ministre finlandais. La Cour y répond en estimant que le récit de l'ex-maîtresse, mis à part les passages relatifs à sa vie sexuelle, qui reste alors le seul rempart en matière de vie privée, pouvait présenter un intérêt dans le débat public, en ce qu'elle soulève la question de l'honnêteté et du manque de jugement du Premier ministre. Comment ne pas s'indigner avec une telle interprétation? Un homme infidèle ne serait donc pas fiable ni honnête au plus haut sommet de l'État? Par cette position, la Cour européenne assimile vertu privée et vertu politique. La vie privée des politiques ressort du débat public dès lors qu'elle révèle leur personnalité et l'adéquation de leur comportement privé avec leur engagement public. On peut donc estimer que si on choisit de s'exposer, il faut donc en payer toutes les conséquences. Déjà, dans un arrêt du 23 mai 1991, la Cour avait affirmé que les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique agissant en sa qualité de personnage public que d'un simple particulier. On voit donc que la Cour européenne établit un régime particulier lorsqu'est en jeu la vie d'un homme politique. Au plan interne, l'article 226-1 du Code pénal réprime les atteintes à l'intimité de la vie privée d'autrui. Notre législation reste donc protectrice des contours de la vie privée. Pourtant, les juridictions françaises tendent de plus en plus à opter en faveur de la position de la Cour européenne. Dans un arrêt récent du 19 décembre 2014, la Cour d'appel de Paris a estimé que l'évocation de l'homosexualité d'une personne politique de premier plan et de la supposée influence de cette orientation sexuelle sur la politique du Front National est de nature à apporter une contribution à un débat d'intérêt général. Là encore, on peut se demander en quoi l'orientation sexuelle d'un individu peut influer sur la politique générale d'un parti politique national. La vie privée a cependant prévalu dans l'affaire du Closergate, dans un jugement du 27 mars 2014 face au droit à l'information. En effet, la relation sentimentale supposée entre le président de la République et la comédienne Julie Gaillet n'impacte pas ici le fonctionnement de la vie politique française. Tous ces exemples tendent à montrer que la frontière entre vie privée et vie publique d'un élu est perméable. Qui est alors responsable de cet état de fait? On fera sans doute les médias les principaux responsables de ce changement. Mais les hommes et désormais les femmes politiques y sont aussi pour beaucoup. Effectivement, comme on le dit vulgairement, pas de fumée sans feu. S'afficher avec ses enfants, durant son jogging, parler de soi, de son enfance, sont autant de débordements qui sont devenus courants, révélations exigées par le marketing politique. Aujourd'hui, la quasi-totalité des politiques ont ouvert la porte de leur chambre à coucher, se montrant en famille, en maillot de bain, sur un yacht ou sur une plage, à cheval, à Disneyland, en scooter, usant de leur conjoint donc à longueur de meeting, tel M. Jacques Chirac posant avec son petit-fils, écoutant un baladeur dans les jardins de l'Élysée. Leur juge estime donc, logiquement, que les éditeurs s'y introduisent. La France s'intéresse donc aujourd'hui autant sur le sort d'un couple de ministres que sur ses projets de loi. Les potins politiques ont autant d'importance que les déboires de Nabila ou Loana. Vaudeville ou tragédie, la vie privée des hommes d'État intéresse ou fascine. Cet élément est aussi à inscrire dans le cadre de l'hégémonie des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et j'en passe, qui accentue la curiosité des internautes et favorise la propagation toujours plus rapide des informations en temps réel. À l'heure où les Français doutent du politicien, certains d'entre eux n'hésitent pas à évoquer leur vie personnelle pour établir un véritable lien affectif avec l'opinion, afin d'apparaître aux yeux des Français comme un élu normal. La dictature de la transparence, alimentée par la curiosité du public, a donc fait sauter les verrous de l'intime. On peut alors estimer que la vie privée d'un homme politique a tendance à se confondre avec la vie publique de celui-ci. À l'heure d'aujourd'hui, le droit à l'information pèse de plus en plus lourd dans la balance avec le respect du droit à la vie privée.
La limite entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d'information est de plus en plus fragile. Cette constatation ne cessera de s'accroître et celui ou celle qui se destine donc à une carrière publique devra prendre conscience que sa vie privée sera exposée, quoi qu'il fasse, quoi qu'il arrive. Les Français du XXIe siècle ne veulent plus de secrets, plus de mensonges, plus de tabous. Les Français estiment avoir le droit de tout savoir sur ceux qui les dirigent afin de se faire leur propre opinion. Pour conclure, le droit au respect de la vie privée d'un homme public s'arrête là où la liberté d'information prend son sens.